Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews consacré aujourd'hui à nos lectures Batman parues en août 2024 chez Urban Comics. Oui, il y a pas mal de lectures estampillées Batman qui sont sorties au mois d'août, ce qui va nous changer du mois de septembre, puisqu'il n'y aura pas, les amis, de Bat Reviews de septembre, puisqu'il n'y a tout simplement pas de sortie Batman en septembre chez Urban Comics. Donc, je crois que c'est la première fois que ça arrive d'ailleurs depuis qu'on a lancé nos podcasts sur nos Bat Reviews. Bref, donc n'attendez pas le mois prochain de Bat Reviews, on enchaînera directement avec un Bat Talk consacré à Joker Folie à 2. Bref, fin du teasing et on commence tout de suite ce podcast avec la première lecture. Et puisqu'on parle de première lecture, pourquoi pas parler de Batman First Night. Je vais passer la parole à Benoît. Et non, mais les amis, je vous ai pas présenté. Mais c'est pas grave. C'est le soir, c'est pas grave. Oui. On nous connaît maintenant, voyons. Oui, voilà, je vous connais. Alors, allez, je reprends de suite. Comme ça, on ne fait pas de coupe. Avec moi, dans ce podcast, il y a 3 autres membres de la Team Batman Legend qui risquent d'évoluer au cours de ce podcast. Et bonsoir, Benoît. Bonsoir. Et bonsoir, Siegfried. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Présentation faite, voilà. Je vous demanderai de bien entamer ce podcast avec Batman First Night. Benoît, c'est à toi de jouer. Ok, alors Batman First Night, qui a été scénarisé par Dan Jurgen, j'espère que je le prononce bien, ou Jurgen, comme je sais pas quoi. En Voilà. français, Jurgen. Voilà, en français. Dessiné par monsieur Mike Perkins. Juste, voilà, une petite légende quand même, hein, du dessin, on va dire. On l'a vu il n'y a pas si longtemps. Monsieur. Ouais, on l'a vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, n'est-ce pas, Oui. Nico? Tout à Voilà. fait. Donc un monsieur fort sympathique si vous aviez la patience d'attendre dans la file d'attente, effectivement. Donc Batman First Night, eh bien on revient un petit peu à ce qu'on avait dit la dernière fois dans un autre Bat Talk. On revient dans les années 40, comme on avait dans le dernier dessin animé de Batman, The Cape Crusader. Hop. Excusez-moi, c'est l'alarme du four. Donc, on revient à cette époque-là. Ce début de podcast, les amis, c'est n'importe quoi. Bref, vas-y, Benoît. Voilà. Donc, on revient dans les années 40 avec un Batman qui est solo, cette fois, sans Alfred, et qui combat le crime, qui va essayer de combattre la corruption et aussi des monstres, ce qui n'est pas forcément banal, puisque le récit est au départ très, très terre-à-terre. Il va rencontrer pas mal de personnages qui vont l'aider dans sa quête. Et c'est un récit Black Label que moi j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça un petit peu rafraîchissant. Et je pense que c'est une des pistes pour le futur Black Label, quoi. Sur quoi on doit aller pour avoir un petit peu de sang neuf. Voilà, peut-être revenir à ses origines de Batman et partir dans cette direction-là, plutôt que de s'enfoncer dans une chronologie dont on ne comprend plus rien. Ça, c'est pour la chronologie. Kevin, qu'as-tu pensé de ce Batman First Night, toi? Au niveau du scénario, donc c'est plutôt. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai aimé sans trop non plus adorer. Après, dans ce livre-là, il y a un aspect donc hommage, où surtout au niveau du dessinateur, enfin même aussi au niveau scénariste, où les dessins, j'ai trouvé ils étaient très, comment dire? Donc ils font très déjà années 40. Le dessinateur s'est inspiré aussi de vrais acteurs, donc de ces années-là, pour pouvoir représenter. Alors, je me rappelle plus du nom des acteurs, hein, mais je sais que Batman, il s'est inspiré d'un vrai acteur et même des autres personnages. Donc les dessins sont vraiment excellents. On a une ambiance très sombre, très noire. En plus, il a un petit côté horreur parce que, comme tu le disais, Benoît, il y a un peu des monstres, enfin des zombies. C'est plutôt des zombies. Ouais. Donc là, c'est sûr que ça change beaucoup parce que là, on n'a pas seulement une histoire de mafieux ou de gangsters. Là, c'est vraiment une histoire de zombies. Donc c'est vrai que si on n'aime pas trop ce genre d'histoire-là, Moi, ça il y a risque quand d'être un même, peu il y a quand compliqué. même du côté gangster, un peu, je trouve. Mais, Il y a du côté gangster, Oui. ouais, mais disons que l'histoire principale, le truc principal, c'est vraiment le côté
ce côté-là zombie où il réanime des prisonniers. Enfin voilà, je ne vais pas trop en dévoiler. Mais Ouais. ça, franchement, Pas ça de fait spoil, pas de spoil. le. Je t'ai senti sur une Voilà, pente pas de descendante. spoil. Ça fait le taf, quoi, et puis ça change un peu. Moi, j'ai beaucoup adoré. Euh, et puis même, j'ai vraiment adoré aussi la représentation de Batman. Quand il parle à certains personnages, il vient se cacher un peu comme avant, quoi, comme dans les anciennes BD. Il cache son visage pour parler. Il a des positions un peu, on dirait un démon. Donc c'est vraiment très sombre, très dark. Donc, euh, donc ouais, c'est une bonne lecture, pas trop compliqué. Donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt pas mal. Ouais, Ok, il y a une bonne pardon, représentation. Il y a une bonne représentation de Bruce Wayne aussi qui apparaît quand même pas mal, mine de rien. Oui, oui, c'est vrai. Et ça, j'aime bien. Ouais, ça ouais. c'est pas mal. Siegfried, qu'as-tu pensé de ce Batman First Night, toi? Je reste très mitigé moins, mais on sentait déjà dans ce que disent mes collègues que même s'il y a une volonté de le tirer vers le haut, ça reste quand même une lecture qui est assez moyenne. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moyen plus, moi Juste, je mettrais moyen plus. J'ai bien voilà, aimé mais quand même. Moyen Voilà. du plus, coup, ouais, moi, ouais, pareil. voilà, C'est du Moyen coup, plus. ça. face au moyen plus de mes collègues, moi, je serais plutôt moyen, voire moyen moins. Moi, Déjà, moi, moi, moi. déjà, une toute petite nuance, pour moi, la comparaison avec les années 40 de Cape Crusader tient pas vraiment, parce que dans Cape Crusader, il y a cette volonté de se quand même dans une espèce d'intemporalité, même si c'était un peu avant Batman TAS. Donc effectivement, il y avait ce retour à l'adaptation de technologie ou des voitures un peu plus anciennes, mais c'était pas vraiment ancré dans l'histoire. Là où là vraiment, on est en 39, c'est-à-dire que on nous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps de la Seconde Guerre mondiale en Europe, de Hitler, des Juifs, de la naissance des néo-nazis, enfin des nazis aux États-Unis, etc. Donc là, on est vraiment dans une hyper contextualisation qui fait vraiment partie de ce que Daniel Jurgens voulait raconter. Et ça, pour moi, ça fait aussi partie des défauts de l'histoire, parce que ça pourrait être extrêmement intéressant, effectivement, comment est-ce que Batman évolue à une époque où, et ça, c'est assez rarement affronté frontalement dans la culture populaire, donc ça, j'ai beaucoup apprécié un moment où les États-Unis sont quand même très à droite. Je rappelle qu'à l'époque, ils ne veulent même pas entrer dans le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Il va falloir qu'ils attendent Pearl Harbor pour entrer dans le conflit. Et encore, c'est plus parce que le Japon est allié des nazis qui vont vraiment s'opposer aux nazis d'abord. Mais à la rigueur, ils seraient tout à fait pour entretenir des rapports commerciaux avec Hitler parce que ça les dérange pas tant que ça en fait. Et les États-Unis sont profondément antisémites à cette époque-là historiquement, donc c'est pas inintéressant de voir cette époque-là. Le problème étant évidemment que ça donne aussi lieu à une époque qui est un peu manichéenne et Batman évolue effectivement dans un milieu où il y a les gros corrompus qui sont tous des nazis et puis il y a les gentils qui sont pour les juifs, voire les juifs eux-mêmes. Ça donne pas lieu à beaucoup de nuances. Et en fait, quand on regarde le récit lui-même n'a pas beaucoup de rapport en fait avec ce contexte. C'est presque étonnant en fait. Pourquoi insister à ce point sur il y a un personnage secondaire qui est un personnage de rabbin qui apparaît tout le temps et qui est juste là pour être valorisé. C'est même étonnant comme il est représenté avec beaucoup de contre-plongées. C'est vraiment une espèce d'incarnation de la sagesse. Enfin, on sent vraiment qu'il y a un discours sur un discours de soutien aux populations juives de la part de Jürgens. Il y a une volonté de représentation de ces cultures-là. Et en l'occurrence, le rabbin, il remplace un peu le curé qu'on peut retrouver dans pas mal de récits super-héroïques. On voit tout le temps Superman avec se confesser, enfin ce genre de représentation. Là, c'est remplacé par une figure juive. Donc, on sent qu'il y a une volonté de tenir un discours de soutien à ces communautés-là via les comics, mais qui s'intègre très mal au récit. Et d'ailleurs, ce personnage est très étrange parce qu'il est représenté avec plein de mimiques différentes. Il y a vraiment une volonté de faire un vrai passage. On sent qu'il a dû prendre en photo quelqu'un et essayer de représenter chacune de ses mimiques, chacune de ses postures. Et c'est très étonnant d'avoir cette variété de physionomie pour un personnage qui, en fait, passe le balai pendant que Batman lui parle pratiquement chaque fois qu'on le voit. Enfin, bref, voilà. Et j'ai vraiment eu ce problème avec cette hyper-contextualisation qui est vraiment très forte et appuyée, alors même que finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec cette espèce d'attaque de zombies. Et ça fait une espèce de poids de mesure. On se demande pourquoi avoir autant insisté sur ce contexte et sur ces personnages et parler autant de cacahuètes de nazisme pour ne pas en faire un trait du récit. Finalement, le récit aurait pu se dérouler tout à fait à notre époque avec cette même attaque de zombies. Et si on retire le cadre, c'est quand même une histoire qui est extrêmement banale. Et ça, je pense que vous en conviendrez aussi. Enfin, Ah oui. désolé, mais le Oui, grand méchant, le grand méchant qui veut s'emparer de Gotham avec des zombies. Bon, c'est vraiment le truc le moins subtil du monde. Et je trouve qu'il y a un problème dans ce manque de corrélation entre l'originalité du cadre et l'intrigue elle-même, alors que le récit serait plus mémorable s'il savait utiliser ce cadre aussi pour porter son intrigue. Là, le problème de cette décorrélation, c'est qu'on sent qu'il y a une volonté de faire passer un message en ne sachant pas trop comment l'articuler avec l'histoire, et ça fait qu'il y a deux articulations qui ne collent vraiment pas du tout. Je trouve qu'il y a un effort pour créer des alchimies. On sent que Jürgens, il aime quand même, malgré cette attaque de zombies et cette volonté de quand même parler pas mal d'action, de créer quelques personnages avec des dialogues qui sont assez forts. Mais moi, je trouve qu'à chaque fois, ça sonne un peu faux. Par exemple, la relation entre Bruce Wayne et Julie Madison, dont on sait que
enfin, c'est la première amoureuse de Batman dans les vrais comics, enfin que Bruce Wayne rencontre en 1939. Enfin, c'est la première amoureuse officielle. Donc là, il y a cette volonté, évidemment, en plaçant le récit en 39, de la faire revenir en faisant un peu autre chose, en enrichissant un peu le personnage. Donc on force un peu l'histoire d'amour. J'ai pas trouvé ça très naturel, mais au moins on sent que l'auteur a voulu la rendre un peu naturelle. Donc on va dire que c'est déjà ça. Oui, il On y a sent l'effort. il y a quand même un effort fait de ce Voilà, côté-là. Ouais. il y a un effort de Oui. création d'alchimie auquel on sera sensible ou pas. Moi, j'étais pas sensible parce que j'ai trouvé ça artificiel, mais il y a cette volonté-là, alors qu'il y a tellement de comics qui ne cherchent même pas et qui nous balancent juste les romances, que bon, au moins on peut dire que c'est appréciable. De même, donc les dessins créent une atmosphère et un esprit sortise crépusculaire qui tendent vers le noir et le cinéma noir, et beaucoup de références au cinéma noir d'ailleurs, ça c'est plutôt agréable, mais les corps, pour le coup, il y a une rigidité de la représentation des corps qui est très anatomique. On sent que Perkins, il maîtrise très bien l'anatomie, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, quand il représente les corps, il essaie de représenter à chaque petit muscle et ça donne lieu à des postures très ridicules parce qu'on voit qu'il veut montrer un Batman qui est très athlétique, qui tranche un peu avec le Batman beaucoup plus carré et mastodonte, peut-être qu'on peut l'avoir dans les comics contemporains. Mais du coup, la plupart des plans de Batman, on le voit en contre-plongée, donc on a un gros aperçu sur les coutures de sa culotte. Enfin, c'est cette volonté d'avoir un Batman un peu contorsionniste, un peu athlétique, ça fait des plans qui sont pas très mémorables et qui peuvent même tendre un peu vers le ridicule, y compris la toute dernière planche. Et ça Ouais, peut un peu je manquer trouve que d'iconisation, je trouve. ça fonctionne quand même avec l'ambiance, je trouve, du fait qu'on se situe dans les premières aventures de Batman. À cette époque-là, ça Ouais. faisait un peu, parfois, tu sais, limite ringard. Et je trouve qu'en final, c'est presque... Je sais pas si c'est fait exprès exactement dans cette idée-là non plus, de reprendre un peu ces codes, mais en même temps, ça rend un peu aussi hommage, entre guillemets, un petit peu à ces plans-là aussi, je trouve. Tu vois, c'est Ah, pas mais C'est pour ça que je dis forcément... que Oui. c'est un livre hommage, moi, je trouve. oh, tout à fait. Mais je trouve ça intéressant, mais je pense qu'on aurait pu concilier ça avec quand même une tentative d'iconisation. Justement, je retrouve ça plus chouette d'iconiser ce Batman très particulier, parce qu'effectivement, il y a des recherches qui ont été faites pour le présenter différemment, et ça c'est louable aussi. Mais quand ça aboutit juste à des planches qui finalement sont plus ridicules que classe, et quand on a l'impression qu'elles se veulent classe, je pense qu'il y a une dissonance qui montre que c'est pas tout à fait abouti autant que ça aurait voulu l'être. Mais voilà, bon, globalement, voilà, moi, ça m'a pas tout à fait convaincu. Ça se lit très bien parce que, comme dit, Perkins, c'est quand même un grand dessinateur. Jürgen sait écrire les Ouais. dialogues. Il y a comme une tentative, effectivement, de placer dans ce cadre qui est assez original. Mais je trouve que le cadre est mal exploité, est mal articulé, est un peu artificiel, fait passer un discours avant de raconter l'intrigue qui elle-même est extrêmement convenue, qu'il y a un manque d'alchimie vraiment naturelle entre les personnages et que le dessin n'est pas aussi jouissif ou intéressant qu'on aurait pu l'espérer. Donc, malgré l'agrément qu'on peut trouver à la lecture, c'est très loin d'être pour moi un renouveau du Black Label. Et c'est vrai que quand j'entendais une légende comme Jurgens qui s'associe à une légende comme Perkins pour faire un récit Batman dans les années 30 dans le Black Label, je m'attendais quand même à nettement plus et un vrai renouveau du Black Label qui commence quand même parfois à montrer ses limites plutôt qu'à quelque chose d'aussi moyen. Ouais. Bon, je me permets de rajouter mon avis parce que c'est la seule lecture que j'aurais lue dans ce podcast. Mais effectivement, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Graphiquement, j'adore le travail de Perkins. Vous l'avez peut-être senti de mes quelques prises de parole avant, mais j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, bon, on n'a pas parlé du format, mais le format Black Label, en tout cas dans ce format-là, parce que c'est pas forcément toujours les mêmes formats, mais celui-ci proposé par Urban est très carré, très grand, et je trouve qu'il fait honneur quand même au trait de Perkins. Pour ceux qui l'ont eu entre les mains, donc c'est plutôt cool. C'est un très joli ouvrage et donc voilà, graphiquement c'est sympa. Effectivement, scénaristiquement, il y a quelques facilités, il y a quelques rapidités d'écriture, mais malgré tout, il y a quand même cette idée de s'inspirer un petit peu des premières aventures de Batman, d'en faire certaines fois certains hommages, et en plus de ça, il y a quand même aussi une volonté d'avoir un petit twist à la fin. Voilà, il y a quand même quelque chose. Voilà, on ne nous laisse pas sans rien du tout. Il y a quand même une petite cacahuète à la fin aussi, où difficile de savoir qui est ce grand méchant. Finalement, à la fin, on apprend qui c'est. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est proposé. Et ne serait-ce que pour un peu tout ça, moi, j'ai trouvé que c'était quand même une des bonnes ou très bonnes lectures Batman de ces derniers temps. Donc voilà, c'était plutôt cool. Moi, j'ai cru que le rabbin, il allait devenir Alfred, pour te dire. Il a un peu ce rôle-là. Il a un peu ce rôle-là par moment. Ouais, Il a un peu ce rôle-là, ouais. J'y ai pensé aussi. Peut-être pour le tome 2, s'il y en a un jour. Je sais pas si c'est prévu. Aucune idée. Mais en tout cas, effectivement, c'est un récit qui se lit totalement indépendamment du reste.
Ah oui, il est court en plus. voilà, vous Il est pouvez plus ou moins court. plutôt court. J'ai plus le nombre de pages, mais c'est quelque chose comme Moi non plus. 168 pages. Voilà. Ça va. Donc c'est plutôt, voilà, ça se lit 3 rapidement, c'est chapitres. plutôt cool. C'est très joli, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, peut-être pour profiter de l'opération Batman Day de ce week-end. Sur ce, les amis, je vous propose d'enchaîner de suite avec une autre lecture. Si je ne me trompe pas, on va parler de Joker, l'homme qui cessa de rire. Voilà la belle couverture. Et je vais demander donc du coup à Kevin de nous en parler. Ok, alors. Par où je commence? Oui, par où je commence? Alors. Oui, parce que c'est un récit Donc, qui ne contient que 488 pages. c'est ça, c'est un gros Seulement. pavé, hein. Un gros truc. Ouais. Voilà. Alors, déjà pour parler du scénario, donc donc on peut considérer, enfin, c'est même le cas, c'est la suite donc des 3 tomes de Joker Infinite de James Tynion Forth. C'est dans la continuité. Ça se passe juste avant Gotham War, c'est ça qu'il faut savoir aussi. Et donc là, on est sur une histoire unique du Joker. Batman n'apparaît même pas. Il apparaît juste une fois, mais on voit juste son ombre. Ou alors il parle simplement par communicateur. Euh, donc là, on a un Joker, enfin plutôt, on a 2 Jokers, donc, et c'est le bordel en fait. On a 2 Jokers et c'est le bordel. Non, on sent que c'est le bordel. Ouais. Moi, je l'ai pas lu, mais du coup, je sens que Mais c'est le bordel. c'est le bordel, mais j'ai trouvé que le truc était vachement bien fait. Moi, j'ai vraiment adoré. On a D'accord. 2 jokers donc qui sont en crise d'identité. On a l'impression qu'ils l'un et l'autre ne sont pas sûrs de savoir qui est qui. On a un joker qui est arrivé là en plus sans trop savoir ni comment ni pourquoi, dès le début. Et donc ce joker-là, qui est arrivé en plus, va s'en prendre plein la tronche pendant tout le récit. Et il va essayer de prouver que c'est lui le vrai Joker et inversement l'autre, il va faire sa petite vie et il va essayer aussi de savoir qui il est. Enfin, même nous, au bout d'un moment, on a un doute sur, qui est le vrai Joker. Ça, c'est clair et net. Le récit est long, parce qu'on a des passages, totalement, délirants. On a, des phases, de l'histoire principale et à un moment donné, on va avoir des sortes de pauses où on va suivre le Joker qui est à Los Angeles et il va être en galère pour récupérer son avion et on va suivre juste cette partie-là alors que c'est dans la continuité de l'histoire. Il y a des pauses, mais je trouve que ça marche plutôt bien, c'est vachement délirant. On a 3 au moins ou 4 chapitres, je crois, qui se suivent et ça part un peu dans tous les sens. On suit en fait sa galère, il tente d'aller à Gotham, mais on suit, il galère et j'ai trouvé ça vachement délirant. Et, et donc le scénariste, donc Matthew Rosenberg, nous fait douter pendant tout le récit de savoir qui est le vrai Joker. Et même à la fin, je dirais que ça nous laisse un petit suspense, il y a un petit truc quoi à la fin. Euh, donc non, vraiment, côté scénario, moi j'ai trouvé ça vachement, vachement bien. Au niveau des dessins, c'est Carmine Di Giadomenico, si je le dis bien. On a pu le voir, il était dans Flash ou alors récemment dans Batman The Knight. Moi, j'aime beaucoup son style. Franchement, c'est surtout pour ce récit-là, le Joker, j'ai trouvé que c'était plutôt excellent. Après, en plus de du récit principal, donc qui est en 12 chapitres, donc ce qui est assez énorme, on a Ouais, des c'est petits exceptionnel. backups. On a des petits backups de 5-6 pages, je dirais, très courtes, où c'est des petites histoires qui racontent certaines choses. Donc c'est assez délirant aussi. Voilà. Et à la fin du récit, on a 2 chapitres de Night Terror Ah, ça faisait qui longtemps. revient. Voilà. Et moi, j'en avais un peu marre de Night Terror parce que il est sur Green Lantern, il est sur Ouais, il est les partout, hein, 2 faut le tomes dire. Hein. de Superman, il est partout, sauf sur Wonder Woman, heureusement. Mais bon, il était partout. Mais j'ai trouvé, là pour une fois, j'ai voulu le lire. Je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai trouvé que c'était quand même le meilleur de tous ceux qu'il y a eu dans tous les autres tomes en fait. On a une histoire sur Batman meurt totalement, enfin, on dirait, il tombe, il glisse en fait, il meurt. Et du coup, c'est le cauchemar du Joker, un Batman qui est mort. Et en gros, on suit ça et j'ai trouvé ça plutôt marrant, c'est plutôt bien, c'était plutôt bien fait.
Donc, non, pour moi, c'était la meilleure lecture qui c'était vachement cohérent, c'était totalement délirant. On suit les deux Jokers, voilà, et c'est ma lecture préférée du mois d'août. Ok, J'ai vraiment adoré. Ouais, ouais, ok. j'ai vraiment adoré. Même s'il n'y a pas beaucoup Batman, on voit Jason Todd. Il y a Jason Todd qui apparaît de temps en temps. Et je dois dire que là, bon, Jason Todd, des fois, bon, dans tous les récits, il passe un peu ridicule. Là, comme il est un peu moins présent, il est là un peu dans chaque chapitre, mais on va dire que c'est plutôt bien fait. Quand il est là, ça va, c'est pas prise de tête, on ne prend pas pour un enfin, on l'a pas mis là juste par hasard, quoi. Il est là pour une bonne raison. Donc, D'accord, oui, il a un vrai rôle dans le et récit. Ok. il a un vrai rôle dans le récit, plus ou moins. Euh, mais ouais, ça fait plaisir de le voir comme ça ici. Voilà, il est juste comme ça, de passage avec le Joker. Donc non, ouais, franchement, c'était plutôt chouette. Franchement, j'ai adoré. Ok, très bonne lecture pour toi. C'est aussi ton avis, Benoît? Non. Ah, confrontation d'idées. C'est Non, quoi je ton suis un problème? peu. Non, je suis un peu à l'opposé parce que je trouve que l'idée d'avoir ces deux jokers et d'être un petit peu la réponse, je pense que c'est une certaine forme de réponse à trois jokers ou comment arriver à en avoir plus qu'un. Enfin, il doit en rester qu'un, quoi. Le bouquin, c'est Highlander, quoi. Mais je sais pas, je trouve que c'est mal ficelé, mal écrit. J'ai eu énormément de mal à tourner les pages. Je sais pas, j'ai trouvé ça brouillon. Je trouve que l'idée est intéressante et même et peut être très très bien faite, mais je sais pas, j'ai trouvé ça lourdeau. Je sais pas, ça m'a honnêtement ça m'a pas marqué, ça m'a pas Toi, plu. t'es pas rentré dans le délire du récit. Je sais que Non. Kevin insistait beaucoup sur le fait qu'il y avait, que ça partait dans un gros délire. Toi, t'es pas rentré dedans, quoi. Ouais. Non, parce que finalement, alors j'ai même pas bien compris, tu vois, le truc, j'étais persuadé que c'était après Joker Infinite, donc pour moi, c'était après Joker War, et donc c'est la version récente en fait du Joker. Donc, et voilà, et du coup, j'ai bien compris qu'il y en avait un qui était ailleurs à Los Angeles, l'autre qui était à Gotham, donc on a quand même normalement une idée de qui est le vrai Joker, mais du coup, c'est vrai que ça se mélange pas mal. Il y a des doutes qui s'installent. Et voilà, il y a des doutes qui s'installent. Ça c'est plutôt bien. Mais je sais pas, c'est la façon peut-être de le tourner, de l'écrire, le fait qu'il arrive, il galère pour sortir de Los Angeles, etc. En fait, voilà, moi j'ai un souci avec les récits sur le Joker parce que j'aime le Joker quand il est pas là. Ou quand il est Non mais j'aime le Joker quand il est une idée, Mhm. un méchant dans le noir, un truc comme ça. Il faut que ça soit pour moi un croque-mitaine. Mais à partir du moment où c'est le personnage principal, du coup, il a une certaine forme d'humanité. On l'humanise dans le sens où il a des pensées, où il réfléchit à ses plans, etc. Et du coup, j'accroche pas à ce genre de récit, malheureusement. Alors après, c'est peut-être moi qui ai un souci avec le personnage. Non, après, c'est Oui, non, sûr que mais c'est vrai après, que c'est un autre style du Joker comparé Voilà, au récit de Tom King. Là, dernièrement, c'est totalement autre chose. Faut pas ok. exactement. s'attendre à ce que ce soit comme celui-là, oui, c'est sûr. Donc, Kevin a aimé, Benoît n'a pas aimé. Siegfried, quel est ton avis? Je serais plutôt entre les deux. Après, effectivement, je partage complètement le scepticisme vis-à-vis de la place dans la continuité, d'autant que, franchement, Urban, il présente ça comme un récit complet sur le quatrième de Ah couverture. oui. Bon, et en fait, quand on commence, il y a les deux pages classiques d'édito dans un volume d'Urban. Ils nous expliquent, bon, alors, pour comprendre ça, il faut savoir que c'est la suite du Reign of Tinian Force. Voilà. Donc, il faut avoir lu Joker War, il faut avoir lu les 4 tomes de Batman Infinite, il faut avoir lu les 3 tomes de Joker Infinite. Et puis, en plus, ça se passe parallèlement au tome 3 de la série Batman de Zdarsky. Oui, bon, en fait, votre fameux récit complet, pour comprendre les enjeux, il faut avoir lu 10 comics avant, enfin, 10 volumes de comics avant. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire des récits complets? C'est pas la première fois qu'on épingle ça, d'ailleurs, chez Urban, qui a souvent tendance à parler de récits complets pour les trucs qui ont absolument rien à voir avec des récits complets. C'est assez. Enfin, le pire, c'est Ah, qu'en parlant de récits complets, ça implique que dans les prochains volumes de la continuité de Joker ou Batman,
on ne reparlera jamais du fait qu'à un moment, il y a eu 2 Jokers pendant 500 pages, alors que ça semble un peu marquant quand même pour l'univers DC Comics. Enfin, ça serait étonnant que plus personne ne parle jamais du fait que pendant longtemps, 2 Jokers sont affrontés. Ça sont complètement publics, puisque les deux mènent des destructions en même temps. Donc tout le monde est conscient qu'à un moment, il y a 2 Jokers, mais on n'en reparlera jamais. C'est dire à quel point ça, malgré tout, les délires et destruction de ce volume, en fait, on refait un volume destructeur de pur statu quo qui en fait est une parenthèse qu'on pourrait jeter à la poubelle et en oubliant complètement et qui n'aura jamais aucune incidence sur rien. Et bon, c'est un peu épuisant, cette volonté de créer des concepts qui bouleversent tout l'univers, mais en fait, l'univers n'est pas du tout bouleversé et se portera très bien après. Merci. Bon, voilà, moi, ça me gêne toujours. De même, oui, voilà, là, comme dit, l'un des personnages secondaires importants, c'est Jason Todd, dont on ne sait pas très bien quel statut il a. Je vous rappelle qu'au début de la Gotham War, il vrille complètement et Batman doit lui administrer un espèce de traitement de choc pour le bloquer. Donc, est-ce que ça se passe avant le traitement de choc de Batman? Mais normalement, à ce moment-là, Todd vrille complètement, il est plus du tout fiable, il est complètement violent, il est complètement paumé, donc ça n'a pas l'air d'être lui. Mais ou alors, est-ce que c'est le Todd après le traitement de choc de Batman? Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que ça y est, c'est déjà fini, c'est tout. Ça avait l'air d'être un gros plot twist quand même que Batman ait cette violence vis-à-vis de Todd pour enfin l'enfermer et mettre fin en gros à sa participation dans la Batman Family. Mais là, tout serait déjà résolu et Jason Todd serait de nouveau normal et voilà, on comprend pas du tout le statut de ce récit par rapport à ce qui est étrange parce que comme dit, Rosenberg a beaucoup travaillé avec Tynion Force. Enfin, pour le coup, ils se connaissent très bien. Ils ont fait déjà plusieurs trucs en commun et là, ça se passe vraiment dans la continuité de ce qu'a fait Tynion Force et en même temps que ce qu'elle est chez Zdarsky. Donc, c'est quand même un récit qui se veut pleinement cohérent avec la continuité, mais en même temps, il y a toutes ces questions de cohérence avec la continuité qui se posent. Bon, indépendamment de tout ça, même si c'est comme vous voyez, c'est quand même dur de le couper de tout le reste. C'est plutôt pas mal, effectivement. Le récit est chaotique. Ça, je suis entièrement d'accord. Il y a plein de fois où on sait même plus qui on regarde. Alors qu'évidemment, normalement, si on regarde bien les indices, on sait exactement quel est le Joker qu'on est en train de suivre. Mais on n'a pas forcément envie parce que 500 pages, c'est extrêmement long pour raconter une histoire qui est aussi basique. Mais indépendamment de ça, l'histoire est quand même plutôt cool parce que c'est quand même plutôt bien mené, c'est pas mal écrit. Cette idée d'avoir 2 Jokers qui s'affrontent et en fait, il n'y a pas vraiment un imposteur et un vrai Joker. Les deux ont l'air sincèrement persuadés d'être le vrai Joker et du coup de se battre pour instaurer leur légitimité. Donc c'est plutôt intéressant comme guerre contre un doppelganger, surtout avec 2 doppelgangers aussi tordus. Donc pourquoi pas? Moi j'achète la base du récit dans le sens où ça propose quelque chose d'un peu délirant et à partir du moment où on part du principe que ça n'aura pas d'impact sur la continuité, c'est plus une espèce de délire en continuité un peu très longué et avec quelques backups, pour le coup vraiment très chouettes, dessinés par Francesco Francavilla, donc il y a un style totalement différent de tout ce qu'on se fait en continuité, ça rafraîchit aussi. C'est avec des couleurs très, très, très chaudes et pour une ambiance très, très onirique, enfin entre l'onirique et le cauchemardesque, ça marche vraiment et le surréaliste, ça marche vraiment très bien, je trouve. Et je suis d'accord que le Night Terrors à la fin fait partie des meilleurs Night Terrors parce que comme Night Terrors c'est du délire, mais du délire sur le personnage du Joker, ça marche plutôt bien et je trouve que il y a un ou deux je crois qu'il y a un Night Terror, je ne sais plus lequel, que je rachetais pour les dessins qui étaient vraiment extraordinaires, même si l'histoire était faible. Là, pour le coup, les dessins sont potables, mais l'histoire est pas mal du tout. Effectivement, c'est plaisant de voir, comme dit, ce Joker complètement paumé, dont le pire cauchemar, c'est la mort de Batman. C'est mené tout à fait convenablement. Malheureusement, voilà, ça s'inscrit dans un événement dont on se contrefiche parce que tout ce qui a lieu en dehors, qui a trait vraiment à l'événement lui-même, c'est-à-dire la guerre contre Insomnia, est vraiment nullissime. Mais au moins, ces récits-là, voilà, au moins, ils l'ont bazardé. Et je trouve ça chouette qu'ils en aient consacré comme un Joker parce que ça se lit plutôt bien. Bon, ma foi. Donc ça en fait comme un volume que je trouve assez moyen et interminable. Mais si ce qu'on vous en a dit sur l'intrigue suffit à susciter un peu de curiosité, ça peut se lire et divertir quand même convenablement. C'est pas bien, mais ça divertira. D'accord. On en est au point d'avoir une alerte Siegfried ou pas, Siegfried? Non, quand même pas. Non, Là, c'est une alerte Kevin, là. J'ai pas d'alerte Kevin. J'ai pas d'alerte Kevin. Elle n'existe pas, elle n'existe pas. Pas encore. Mais après, je rebondis juste à ce qu'a dit Siegfried au tout début, et je suis d'accord dans le sens où ça commence à devenir un petit peu le bordel au niveau de la publication chez Urban, puisqu'on avait les tomes Batman de 1 à 25, j'en sais rien. Et à partir du moment où on a commencé avec Dark City, pourquoi ne pas continuer la numérotation? Pareil là pour ce tome du Joker, pourquoi ne pas l'inclure avec une numérotation après Joker Infinite? Je trouve que c'est dommage parce que du coup, on perd la chronologie et la continuité de ce qui avait été fait depuis 10 ans. Et ça, je trouve ça dommage. Ouais, après, ils sont pas forcément aidés par les publications qui partent un peu dans tous les sens. On a moins
Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de séries, de sous-séries qui se sont créées et qui sont reprises et qui viennent un peu perturber un peu la tranquillité de la chronologie telle qu'on a l'habitude de la découvrir. Je me rappelle à l'époque où il y avait Tom King, on avait moins de séries à côté, on n'avait pas 50, un truc sur Joker, un truc sur un machin, un truc sur, tu vois, qui partait un peu dans tous les sens et qui après il faut raccrocher un peu au wagon à droite à gauche, quoi. C'est sûr. Alors soit c'était pas Oui, publié en VF, hein, ce qui est possible parce que c'était peut-être de moins bonne qualité, soit du coup ça n'existait pas et ça permettait de moins diluer toutes les histoires un peu à droite à gauche. Et là aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font un peu à droite à gauche. On rassemble tout ça un peu dans la chronologie pour ceux qui aiment ça. Et du coup, c'est vrai qu'on peut s'y perdre. On peut s'y perdre. C'est pas simple. il y a juste un truc que je voulais dire aussi que j'ai oublié de Ouais. mentionner, c'est pour ça que moi je l'ai pris un peu ce récit-là un peu dans un délire. C'est parce qu'il y a des fois où il y en a qu'une là que je me souviens. Il fait référence à, par exemple là dans ce livre-là, on a le Joker qui parle en voix off. Et quand il parle, des fois, il fait des références comme au Watchmen. Il y a un moment donné, il parle un peu de Rorschach. Il dit ouais, un jour, quelqu'un a dit une blague. Et là, il sort la blague de Rorschach qui mentionne la fameuse blague de Rorschach et du clown. Enfin, bref. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé qu'il y avait des petites phases comme ça qui venaient et que ça apportait un délire. Par contre, il y a des moments où c'est un peu violent. Il y a des vannes un peu violentes, comme des enfants qui sont dans un hôpital et qui ont le cancer. Bon, là, ça part un peu dans un autre délire. Mais voilà, faut le prendre comme un délire, quoi, ce récit-là. Ok. Ok, les amis. Benoît, on est combien niveau timing? Parce qu'on n'avait pas assez de budget, en fait, pour payer Benoît. Donc, on a un budget limité on a un Tu coûtes trop crédit, en fait. cher! On a un crédit sur Benoît. Donc, il reste combien de temps dans ton crédit, Benoît? 15 minutes, mais par contre, je peux t'en faire un très rapide si tu veux parler de Godzilla. Je peux te le faire en Euh, 4 mots. Alors, attends. Mais normalement, on était censé parler de Bad Ou Romance même en d'abord. 3. Est-ce que Ou même en 3. est-ce Je te le que donne en 3. Siegfried, est-ce que Bad Romance, tu peux le sortir en 10 minutes? Ah oui, facilement, oui. Très bien. Alors, les amis, on enchaîne tout de suite avec Joker, Parfait. Harley, Bad Romance, un récit qui sent fort la sortie de Joker 2 au cinéma. Siegfried. Donc un récit qui n'est pas du tout un récit, même si c'est pas Oui, en forcément plus, très c'est clairement une présenté comme anthologie. ça. C'est une anthologie de 8 récits déjà publiés ailleurs et incompréhensible, Urban a déjà des formats pour présenter des anthologies, en fait. Il y a un truc qui s'appelle anthologie, donc c'est un format qu'ils ont abandonné, Oui, on ils sait l'ont pas trop abandonné, ouais. pourquoi on sait pas trop pourquoi parce que dans les faits, ça, c'est complètement une anthologie. Après, ils ont créé un format qui s'appelle, Batman Arkham, pareil, qui Ouais. permettait de présenter en anthologie des récits de super vilains. Je sais pas ce qu'il en est ou pas. Je pense que c'est fini parce que c'était fini aux États-Unis. Oui, Ils ont oui, fait le choix de ne pas publier certains Arkham parce que certains super vilains étaient trop secondaires, en France en tout cas, sont moins connus et du coup n'auraient pas vendu aussi bien, donc c'est compréhensible. Mais du coup, quand on a déjà 2 formats d'anthologie, présenter un truc qui s'appelle Joker plus Harley Bad Romance, qui du coup semble être un titre à part entière. En plus, Bad Romance, bah, c'est quand même une chanson de Lady Gaga qui est littéralement l'actrice qui va jouer Harley Quinn dans Joker Folie à 2, qui est une comédie musicale. Bon, il y a un lien musical assez fort et du coup, Ping, ping, effectivement, ping. il est, du coup, il est plus qu'évident qu'on surfe quand même sur la sortie du film en donnant cette impression d'une connexion plus ou moins floue, sans s'attendre donc à ce que ça soit une compilation de plusieurs récits. Bon, voilà, choix plutôt étrange. J'aurais préféré qu'ils appellent ça Batman Arkham Joker Harley, par exemple. Ça aurait été pas mal. Ou même Harley Quinn Anthology. Pourquoi pas, ça se justifierait. Là, du coup, ça donne une anthologie qui est en plus relativement courte, ce qui est plutôt étonnant. Enfin, comme s'il n'y avait pas davantage à raconter que ça sur la romance entre le Joker et Harley. Chaque fois qu'une petite présentation d'une page sur le contexte, enfin exactement comme dans l'Arkham, exactement comme l'anthologie, sauf que c'est parfois un peu court, un peu superficiel. Enfin, je trouvais que c'était mieux fait dans les anciens formats anthologiques. Donc parmi ces récits, on a notamment Mad Love en intégralité, donc de Paul Dini, Tu récit veux dire le absolument. truc qui va sortir là pour le Batman Day et qui est offert C'est ça, le pour truc l'achat de L'achat de 2 livres. qui a été publié 3 millions de fois, qui est un incontournable absolu, mais qui a déjà été voilà, publié partout, donc c'est vraiment pas la peine d'acheter ce volume juste pour ça. Il y a un extrait de Breaking Glass, enfin ça commence par un extrait de Breaking Glass, donc supposément pour montrer Harley dans sa jeunesse, puisque le but c'est de présenter comme une espèce de chronologie de Harley Quinn. Mais bon, sauf que Breaking Glass est tellement hors continuité
que présenter la rencontre de Harley et du Joker via Breaking Glass, c'est quand même plutôt étonnant comme choix. Et en plus, pour un tout petit extrait qui littéralement fait quelques pages, ouais, un peu étrange. Donc puis Mad Love, donc ça se justifie, même si c'est étonnant d'avoir ce récit en intégralité, alors que le reste, ça sera plutôt juste des Ouais, c'est fascicules vrai de que série. Oh, ma foi, pourquoi pas, mais du coup, ça occupe vraiment beaucoup de pages. C'est pas très cohérent avec les choix éditoriaux menés sur le reste. Étrange, mais évidemment, ça permet de reparler de la création de Harley Quinn en lien avec la série de 92. Donc pourquoi pas, mais voilà, le choix éditorial étonne quand même. Ensuite, on a dit Harley Quinn numéro 1, parce que c'est la première série Harley Quinn, même si le récit est un peu faible, publié en 2000. On a le Batman 13 des New 52, donc par Snyder, par Tynion, dessiné par Jock, avec les retrouvailles après la supposée mort du Joker aux mains du taxidermiste. Un récit sinistre, pour le coup, vraiment glaçant et vraiment pas mal fait. Mais voilà, pour un volume qui semble s'adresser aux gens qui vont être curieux de Joker Folie à 2, passer de Mad Love à un récit dessiné par Jock hyper dérangeant psychologiquement. Je sais pas à quel point c'est justifié ou c'est judicieux. Puis on enchaîne avec du Gotham City Sirens, qui est pour le coup pas mal. Harley va à Arkham pour tuer le Joker et bon, elle est extrêmement sombre et déterminée. Ma foi, ça se lit plutôt bien. Ensuite, on a beaucoup de Conner et Pagnotti. Bon, c'est un peu dommage de résumer à ça. Enfin, on sait toutes les difficultés qu'on avait pu avoir avec ce run particulier. C'est comme d'habitude, voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a une sexualisation qui est un peu bizarre parce que bah, voilà, c'est pas le Miotti, quoi. Mais on voit bien l'attirance entre Harley et Ivy, parce que là, voilà, vous avez vu le processus. L'histoire d'amour du Joker commence à passer, donc Harley commence à s'en sortir et commence à être amoureuse de Ivy pour essayer de s'épanouir autrement. Donc l'idée de la chronologie est pas inintéressante, hein. J'aurais juste estimé qu'avec d'autres récits, ça aurait été plus judicieux. On voit très bien la relation violente et toxique avec le Joker. Pendant que Harley va à Arkham tenter de sauver son nouveau petit copain de l'époque, qui est Mason. Pourquoi pas. Ensuite, on a un Secret Origins, toujours par Conner Palmiotti, dessiné par Stephen Roux. Une origin story un peu quelconque, c'est vraiment l'origin story de Harley. Ça prétend réinventer un peu sa jeunesse, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, mais alors complètement. On a peut-être que bon, oui, voilà, c'est l'histoire de Harley Joker, quoi. Oui, c'est bon, on connaît. Le mettre en fin d'anthologie, c'est vraiment un peu étrange, bref. Et ça finit par ce qui est sans doute le meilleur récit de l'anthologie. C'est l'histoire par Stephen Sedgwick, qui avait déjà été publié dans Harley Black, White and Red, volume 1, et qui donc est une excellente synthèse. Harley qui raconte l'histoire du Joker, qu'elle associe au rouge, parce que je rappelle que c'est des récits qui étaient en noir et blanc avec des touches de rouge, avant qu'elle fuit Arkham. Donc c'est superbe graphiquement, parce qu'évidemment c'est Stephen Sedgwick, et c'est clairement ce qu'il y a de plus extraordinaire dans toute cette anthologie, parce qu'il faut dire que la plupart des fascicules, la plupart des histoires, c'était juste publié dans des fascicules, dans des continuités, donc il n'y avait pas vraiment cet effort, alors que Stephen Sedgwick, quand il écrit ça, c'est qu'on lui a commandé une histoire à part, indépendante, donc il a vraiment à mettre tout son art dans 10 pages sur Harley, et bon, bah forcément, c'est aussi superbe qu'on peut s'en douter avec quelqu'un qui connaît autant Harley et qui sait à ce point rendre les textures magnifiques quand il fait l'effort de le faire, donc c'est très agréable à lire et plutôt, enfin, et pas inintéressant pour ce que ça raconte. Mais voilà, c'est pas du tout, ça reste un volume que je recommanderais vraiment pas, parce que si vous connaissez Harley, bah, vous connaissez déjà la plupart des choses qu'on vous expose là, et souvent mieux que ce qu'on vous expose là. Et si vous connaissez pas, il y a une telle dissonance éditoriale dans les différents textes. Pour le temps, je suis le premier à défendre les Batman Black and White, parce que j'adore cette disparité graphique et narrative entre les histoires. Mais là, si votre but c'est de découvrir la relation entre Harley et Joker, justement, parce que vous êtes fasciné notamment par le film Folie à 2, ou juste fasciné par Harley dans la culture pop, mais sans forcément lire les comics, je pense pas que ce volume constitue une bonne introduction au personnage, tellement c'est à la fois confus et trop simple, et j'aurais préféré une vraie Harley Quinn anthologie de 300 pages qui reprend vraiment tout avec de vraies explications et de vrais éditos. Là, c'est quand même un peu léger, un peu confus, parfois un peu sombre pour pas grand-chose, et ça reflète pas vraiment ce qu'est Harley. C'est dommage qu'il n'y ait pas du tout des comics Harley la série animée, par exemple. On identifie quand même pas mal de petites lacunes. Et puis, quitte à avoir mis juste un extrait de Breaking Glass, pourquoi ne pas avoir mis juste des extraits de Arline ou de White Knight ou d'autres récits fondateurs. Enfin, il y a un moment, il faut faire des choix. Et là, c'est un volume qui n'a pas voulu choisir et qui, du coup, est en inconscience éditoriale et pour moi n'est pas du tout satisfaisant dans ce qu'il prétend vouloir proposer, qui n'est pas très clair.
Ok, on a tenu les 10 minutes. Merci Siegfried. Je ne te propose pas l'alerte Siegfried pour cette anthologie donc, et je vous propose d'enchaîner avec une nouvelle lecture. Alors attention, ça va faire du bruit certainement, mais Benoît nous a promis une critique en 3 ou 4 mots maximum. C'est Justice League versus Godzilla versus Kong. Benoît, à toi la parole. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On est prêt. Attention, Parti, vas-y. 4 mots. Vas-y. je vais vous le faire en 3 parce que je suis généreux. Rien n'a carré. Voilà. Voilà, parce qu'après, je pourrais être moins poli, mais voilà, je vais m'arrêter là. Ah, Non, mais voilà. voilà, c'est Tu peux nous le faire en 30 mots maintenant? en 30 mots, je vais pas les compter, mais ça reprend ce que vous voyez dans les films Kong contre Godzilla, etc. Et vous mélangez ça avec la Justice League. On a un Batman qui fait ouin ouin parce que son pote Superman s'est fait déboîter par Godzilla, ce qui est quand même assez étrange, mine de rien. Et grosso merdo, à la fin, on a Godzilla contre Mega Godzilla qui est conduit par Lex Luthor, et on a un Mecha Batman qui se bat contre les autres Kaiju. Voilà, ça ne sert pas à grand chose, à part pour les complétistes maladifs qui veulent absolument tout acheter. Ça n'a aucun intérêt pour l'histoire parce que évidemment c'est en dehors de la continuité. Honnêtement, passez votre chemin. Voilà, il y a rien à en tirer. Les personnages sont pas forcément plus raccords avec ce qu'on connaît des fois. Donc non, c'est à passer son chemin. On voit un Superman qui au tout début de l'histoire va se marier avec Lois Lane, je vais y arriver, et qui on l'appelle alors qu'il devait prendre des vacances et s'en va avec le sourire aux lèvres. Ça y est, je vais défoncer un monstre. Enfin, t'allais faire ta proposition. Tu devrais pas avoir le sourire aux lèvres, tu devrais être énervé de pas pouvoir demander ta future femme en mariage. Donc voilà, C'est Superman. Ouais, non, donc c'est monsieur dame, passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Ok. Est-ce que tu veux rester avec nous jusqu'à la fin de cette critique ou tu nous quittes maintenant? Allez, encore 5 minutes. Mais parce Allez, que c'est 5 minutes. vous. Allez, vite, ça va nous coûter cher, les amis. Kevin, qu'en as-tu pensé? Coûte cher, Benoît. Non, moi je vais dire un peu l'inverse de ce qu'a dit Benoît. En fait, j'ai trouvé ça comme First Night, c'est moyen plus, moyen, enfin voire moyen, juste moyen. Non, moi j'ai plutôt bien aimé. Après, voilà, on est sur du classique là, hein. Après moi je m'attendais vraiment à pire. Franchement, au niveau scénario, je m'attendais à quelque chose de vraiment tout pourri. Mais ça m'a quand même étonné parce que moi j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Voilà, c'est très blockbuster, quoi. Ah oui. C'est enfin voilà, dès le début, quand on lit un petit peu, on sait déjà ce qui va se passer à la fin, c'est clair, quoi. Donc voilà. Mais sinon, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de scènes de combat. Donc, il En y a même temps, beaucoup il y a deux d'action. versus. Il y a Justice Voilà, il y a League deux versus. versus Godzilla versus Kong. Et je rajoutais versus Mechagodzilla versus Kaiju. On est Donc, d'accord, Kevin, quand même, que ils arrivent à ouvrir un portail dimensionnel entre la dimension des Kaiju et la dimension de la Justice League avec la pierre des rêves. Ça n'a aucun rapport avec le Schmilblick, quand même. Ça, je suis d'accord que c'est un truc assez gros qu'ils ont fait. C'est trop flagrant, quoi, quand même. C'est l'excuse pour mettre Godzilla et Kong avec tous les Kaiju dans le monde de Justice League. Mais bon, voilà, c'est pas bien fait. Mais bon, c'était l'excuse. Bon, allez, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que c'était totalement mal fait. Kevin, il est bon public. Ouais. Mais j'avoue que pour le prix pour lequel c'est proposé, franchement, non. 25 d'accord. €, je crois. Ouais, On non. affiche 25 €. €, 240 pages. Disons Ouais, que ça le vaut. scénario ne le vaut pas. Et puis même, franchement, les dessins. Alors, niveau monstre, c'est magnifique. Mais les personnages, j'ai rien compris. Les personnages, Superman, les personnages sont totalement mal faits. Franchement, C'est il vrai. y a que les monstres qui sont magnifiques. Godzilla, il est bien fait. Kong aussi, les Kaiju, tout parfait. Mais les personnages, ils sont vraiment dégueulasses, quoi. Ils sont vraiment dégueulasses. Hem, Après, voilà, j'ai l'impression que c'était au niveau du scénario, j'ai l'impression de voir un film Marvel. Il y a beaucoup d'humour. C'est quelque chose qui m'a étonné avec Hal Jordan, Flash, même Superman. Enfin, ils prennent ça un peu. Il y a des blagues quoi, qui se mettent un peu là-dedans.
Et ça faisait un truc Justice League Light avec Godzilla et Kong. Il Donc y a bon, peut-être Joss Whedon qui a travaillé dessus. Là, tu vas avoir des problèmes, toi. Toi, tu vas avoir des problèmes. fais attention, fais attention. Non, mais c'est sympa, mais franchement sans plus, quoi. Faut pas s'attendre à un truc de fou. Après, c'est bien fait, mais bon, c'est pas non plus la grosse lecture qu'il faut absolument lire. Voilà, c'est juste sympa, c'est tout. Ok. Je demande à Siegfried, mais j'ai l'impression qu'il va nous atomiser ça. Siegfried? Non, je vais pas l'atomiser parce que c'est un récit qui tient ses Ah, promesses dans le sens que si vous l'achetez, vu le titre, vous doutez que ça va être effectivement un récit Ouais. blockbuster. Blockbuster, ouais. c'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec la comparaison avec un film Marvel. Qu'est-ce que vous attendez d'un récit avec ce titre-là? Ben, beaucoup d'action contre des gros méga monstres, avec ce qu'il faut de twists hollywoodiens complètement tirés par la queue et de petites touches d'humour pas prises au sérieux et de pseudo-drame. Bon, bah voilà, vous avez ça, effectivement, c'est un pur comics d'action. Le défaut étant sans doute que c'est long, quand même, 240 pages pour un pur délire. On se souvient par exemple de Ouais. Jurassic League. Jurassic League, ben voilà, c'était un délire. Les personnages de ces comics sont des dinosaures. Bon, bah c'était 140 pages pour un truc délirant. Ouais, ça, voilà, ça se suivait plutôt bien pour un délire. Là, 240 pages de délire, on sent que ça. Il y a toujours cette tentation de se prendre un peu plus au sérieux que ce que le récit pourrait vraiment assumer. Et c'est une pente qui était un peu dangereuse parce qu'il faut surtout pas prendre ce récit au sérieux. D'ailleurs, l'un des problèmes, c'est qu'à la fin, ils font mourir un personnage, mais Ah, Oui. un personnage important de la Justice League. Le problème, c'est que bah, on est dans un comics hors continuité, donc déjà, ça n'a aucun impact. Il y a littéralement Il y a rien, ouais. une C'est vrai. quarantaine de super-héros qui apparaissent, donc tuer un personnage sur une quarantaine, quel impact est-ce que ça a? Parce qu'autant dans les DC Vampire ou des trucs comme ça, bon, bah, on tue ouais, les 3 quarts de j'allais ces dire petit joueur, parce que Tom Taylor, il est là. voilà. Justement, quand c'est hors continuité, bah, on tue les 3 quarts des super-héros. Là, au moins, ça c'est marrant. Mais tuer juste un super-héros sur 40, quel intérêt que ça a? En plus, à la fin, C'est vrai, je juste trouve avant la aucun victoire intérêt, ouais. juste avant la victoire finale, ça veut dire qu'il y a même pas de moment de deuil, c'est juste: «Ah dommage, je l'aimais bien» et puis on passe à: «Ça y est, on a gagné». Mais pourquoi? Enfin, vraiment aucun sens à part: «Tiens, j'aimais pas ce personnage parmi, les centaines de la galerie de DC Comics, je vais le tuer comme ça pour sans aucune raison, sans donner la moindre tension dramatique à ce moment, sans créer de deuil, sans que ça ait le moindre sens par rapport à l'univers dans lequel je crée et à la structure de mon récit». Bon voilà, c'est étrange, vraiment, c'est une énorme maladresse, mais voilà. L'intérêt, effectivement, ça reste les planches de monstres et de combats contre les monstres qui sont hyper impressionnantes, parce que c'est dessiné par Christian Duce qui est vraiment hyper talentueux là-dedans et il y a plein de si vous aimez tout ce qui est kaiju et autres grosses bestioles, c'est le genre de comics qui vous donne envie d'avoir un poster de littéralement chaque planche où apparaissent des monstres ou des monstres en train de combattre ou des monstres dans toute leur majesté ou des monstres face à des super-héros. Enfin voilà, chaque planche impliquant un monstre et vraiment très impressionnante. Donc ça fait une bonne galerie de posters. Malheureusement, une bonne galerie de posters, ça fait pas un comic. Et parfois Buccellato s'en rend compte, parce que comme dit, heureusement il y a beaucoup d'action et on est venu pour l'action, on sait très bien. Et parfois Buccellato essaye de raconter une histoire de super-héros et là, ben, il a oublié qu'une galerie de posters, ça fait pas un comic et qu'il faut éviter de confondre les deux. Il y a juste un truc, moi, que je voudrais dire aussi qui était vachement marrant dans le récit, c'est que Jason Todd arrive dans le scénario et il se fait dégager, mais aussitôt, mais d'une façon qui. C'était total. Franchement, c'était hyper marrant, quoi. Batgirl lui met une grosse droite et après, on n'entend plus jamais parler de lui. Comme si Jason Todd, quoi, on pouvait le virer, il l'a mis là et après, allez hop, dégage. T'as rien à faire là, toi. Donc, c'était Je franchement, crois qu'il n'est pas aimé ce c'était marrant. perso. Ah non, Il a pas franchement, l'air il est d'être détesté, aimé. hein. En Ouais, fait, j'ai découvert dans ce récit que Jason Todd devait dégager dans tous les récits. Il c'est devrait pas ça. être là. Déjà jeune, il l'aimait pas, mais alors maintenant, Ah ouais, là, mais avant bon, au là, moins c'est ils avaient marrant. eu la décence de le buter. Maintenant, ils le maltraitent. C'est Ouais, pas beau ça. Hein. C'est pas, ouais, c'est c'est pas beau, pauvre. c'est pas beau. C'est ce qu'on disait un peu, Faudrait c'est aussi l'inconvénient des récits avec trop de personnages, c'est qu'effectivement, bah, quand on en évacue un et qu'on l'évacue définitivement, bah, ça interroge sur les raisons pour lesquelles il ne revient pas. Pourquoi l'avoir incorporé dans un premier temps? Parce que chacun de ces 40 super-héros est assez mineur finalement. Donc, s'il n'apparaissait pas dans le récit, on n'en ressentirait pas du tout le manque. Donc, pourquoi perdre du temps à le présenter si c'est pour l'évacuer? C'est pas forcément évident. Voilà. Tous ces auteurs-là qui font des espèces de gros blockbusters avec plein de super-héros essaient toujours d'imiter une espèce de Pat Taylor, sauf que ben, Taylor, il sait gérer des grosses équipes pour donner un peu sa place à chacun et pas faire mourir un personnage sans aucune raison et sans le traiter ou faire intervenir un personnage et puis le faire partir juste après parce qu'il y a trop de personnages et ils savent pas gérer leur équipe. Enfin voilà, ça c'est vraiment un problème d'imitation de modèles qui sont trop importants pour. Ils auraient dû clairement faire une liste des personnages qu'ils voulaient traiter et intégrer n'intégrer que cela
parce que quand on ne sait pas traiter un personnage, mieux vaut éviter de le présenter, tout simplement pour éviter effectivement ce sentiment de lacune ou d'évacuation un peu artificielle, un peu mal faite, et qui sent quand même la structure pas tout à fait maîtrisée. Mais voilà, c'est ce qu'on disait, hein, une bonne galerie de posters, il vaut mieux ne pas se soucier des personnages, et malheureusement, il y a des fois, ils se soucient de personnages, et mauvaise pioche. Du coup, Siegfried, si on se place du point de vue des attentes qui sont liées à ce titre-là, est-ce qu'on peut faire une alerte Siegfried ou pas? Pas du tout, non, Oh Mais non. J'aurais Arrête essayé, de les gars. l'embêter avec ça. Arrête de Mais je l'embêter pense avec qu'il ça, a, c'est il pas a possible. préparé l'alerte. Nico a préparé l'alerte. Il est Il est ça. tellement frustré, ça fait des mois qu'il a pas donné une alerte, donc Voilà, non, mais j'essaye, les amis. Voilà. Il est frustré. Siegfried, il est frustré. Dans Fais-lui sa tête, il dit, plaisir. Ah Fais-lui plaisir dans la soirée, s'il te plaît. D'accord? faites-moi lire un bon Peut-être comic, avec le ça pingouin. sera avec plaisir, mais on verra. Les amis, J'étais persuadé que peut-être le First Night ça passerait ce soir et c'est pas passé. Alors bon, Peut-être voilà. le Du pingouin, coup, peut-être le pingouin. Benoît, on va peut-être te libérer maintenant avant d'enchaîner avec les 3 petit coup de dernières chair, hein. lectures de ce mois-ci. Merci pour ta participation et puis on se retrouve le mois prochain pour parler de Joker Folie à 2. il n'y a pas de souci. Merci à vous. Passez une bonne fin de vidéo. Je vais pas dire soirée parce que du coup, ça dépend de quand vous regardez. Mais voilà. Je vous dirai une prochaine fois mon avis sur le pingouin que j'ai pas aimé. Voilà. À bientôt. Salut. Ciao, Salut salut. Benoît. Ciao. Effectivement, le pingouin fera partie des prochaines lectures, mais pas tout de suite, puisque j'aimerais te donner la parole, Siegfried, pour parler d'un ouvrage que je pense tu as aimé. Peut-être l'alerte Siegfried sera peut-être ici. Je bise sur Harley Quinn, Black and White and Red, tome 2. Qu'en as-tu pensé? Alors, tu penses que j'ai aimé parce que Parce que je sais que tu aimes répète, bien ce genre C'est l'espère. d'ouvrage. Voilà. parce que je répète souvent, et je vais même redire en début d'émission, j'aime beaucoup les Batman Black and White parce que j'adore les récits anthologiques et je trouve que c'est des choses qui sont parfaites pour faire découvrir les comics à des gens, pour faire découvrir à quel point les comics, ça se résume pas au premier comics Batman venu avec des dessins un peu propres et des espèces de combats contre le Joker interminables. Il y a une diversité de styles qui peut se prêter aux comics et qui est très visible dans les Batman Black and White parce que les anthologies qui comprennent à chaque fois une quinzaine, une vingtaine d'histoires, tout dessiné dans des styles très différents et racontant des histoires très différentes les unes des autres dans un format nouvelle qui du coup rend ça très efficace et met vraiment en valeur toute la richesse potentielle des comics. Et j'avais plutôt bien aimé le Harley Black and White and Red volume 1. J'avais Ouais. même dit, si je me souviens bien, qu'il y a 2 ou 3 histoires qui suffisaient à justifier l'achat du volume, donc plutôt optimiste. Je pense qu'on avait certainement tiré l'alerte à ce moment-là. C'est très possible. Là, malheureusement, c'est pas du tout le cas pour ce volume Ah 2. Désolé de te non! décevoir. Ah, tu gâches encore une chance. Donc, ce volume, si j'ai bien compté, comporte 18 histoires. Il y en a quelques-unes qui sont sympathiques. Il y a une avec Harley et Gordon qui mangent une tarte, par exemple. Euh, qui discutent juste autour d'une tarte et d'une arrestation. Et il y a un côté auteur qui se rend compte qu'il est en train d'écrire une nouvelle, donc un texte vraiment très court, et qui donc minimise un peu les enjeux pour juste s'appuyer sur le dialogue pour construire une relation entre des personnages. Et ça marchait plutôt bien. Il y en a une qui est pas mal sur une Harley Quinn traumatisée d'avoir été en relation avec le Joker et qui ressent toujours inconsciemment cette attirance pour le Joker, alors que comme elle est aussi une Dr. Quinzel qui sait analyser la psychologie et surtout la névropathie totale du Joker, elle se rend compte à quel point il est monstrueux et pourtant elle parvient pas à refouler complètement ce qu'elle pouvait ressentir de désir avant de rompre avec lui. Donc là, il y a des tensions qui sont plutôt intéressantes. Ça, c'est un récit de Chris Condon et Jacob Phillips. Une histoire dessinée par Bilky Sevely, qui est sans doute l'un des plus beaux récits, mais pour une histoire qui est très moyenne. Il y a une histoire très marrante d'évasion d'un avion, plein de super vilains qui sont dans un avion et qui essaient de s'évader. Et une évasion dans un avion, déjà, c'est pas une très bonne idée. Mais en plus, avec Harley Quinn, c'est assez délirant et ça, c'est bien aussi. Donc, ça, c'est fait par Justin Almern et Cass Lebeau. L'une des meilleures histoires, c'est sans doute celle de Dennis Camp et Fabio Veras, où elle fait une thérapie de couple. Donc, elle fait suivre une thérapie, elle se met dans la rue et puis elle voit un couple qui s'engueule, donc elle les enferme pour les obliger à s'aimer de nouveau, donc à la fois comme Harley Quinn et comme Dr. Harley Quinzel, à la fois en analysant les problèmes qu'ils peuvent avoir pour essayer de leur apporter une vraie réponse et en apportant des réponses qui sont plutôt celles de Harley Quinn, donc qui sont un peu délirantes et qui évidemment ne fonctionnent absolument pas, en leur imposant de combattre contre des hyènes, par exemple, pour faire ressortir leur hyène intérieur, enfin ce genre de choses qui vraiment
c'est à la fois amusant et assez fin, je trouve, comme, représentation complète de ce qu'est Harley aujourd'hui, malgré tout son passif. Donc c'est et quand même un personnage impitoyable, parce que c'est aussi un des problèmes de Harley dans la continuité, c'est que c'est un personnage qui est devenu tellement anti-héroïque que parfois il est juste super héroïque et un peu fantasque et on perd un peu ce côté aussi méchant, et dangereux tellement elle peut être folle et là, on a quand même cette tension où on sent qu'à tout moment ça peut dégénérer parce qu'elle est tellement amorale qu'elle peut être aussi tout à fait monstrueuse et on sent cette tension-là tout en étant dans une légèreté, donc ça, c'est quelque chose à quoi j'ai été assez sensible et il y a une envie de réfléchir au moins au personnage. J'ai bien aimé aussi un récit de création des sirènes de Gotham par Tony Howard, Babs Barr et Joaquin Clark, qui marche plutôt bien parce que là, c'est encore une tentative d'espèce de narration sur une sororité. Donc globalement, je Il y a quand dirais que même c'est quelques les récits que tu as aimés. il y a une sorte de Redondo aussi qui est pas mal. Alors c'est toujours moyen et vraiment aucun des récits là ne vaut les 2 ou 3 récits qui pour moi justifient l'achat du premier volume. Donc non, on est vraiment dans la moyenne et j'ai quand même voulu raconter quelque chose, enfin j'ai quand même essayé de tirer le récit l'entrée vers le haut et sur 18 histoires, il aurait été inquiétant que j'en trouve pas 2 ou 3 meilleures que le reste. Donc ça reste vraiment extrêmement moyen et voilà, je trouve qu'il y a vraiment un problème dans la façon de Harley où très peu de récits parviennent à vraiment saisir Harley et ce qui est un peu inquiétant parce que Harley, c'est quand même un personnage qui a beaucoup de potentiel et il faut un potentiel parce qu'on peut raconter à la fois des choses qui sont absolument sinistres ou des choses qui sont extrêmement drôles, ce qu'on a parfois retrouvé dans les comics et là vraiment je trouve qu'il y a beaucoup d'auteurs dont on sent qu'ils sont un peu en mission commandée, mais qui savent pas se saisir de l'intégralité du personnage pour en faire ressortir, tous les penchants et toute la richesse. Alors que, bah, ouais, on pourrait imaginer même 10 histoires juste sur la Harley drôle, ça suffirait à être divertissant et même ça, c'est souvent assez raté, alors que je suis le premier client des comics sur la série animée Harley, par exemple. Donc je suis le premier client d'une Harley qui serait purement déjantée ou j'aime beaucoup la Harley, complètement torturée aussi. Donc mais voilà, ces auteurs-là ne parviennent très, très rarement à saisir ce qui est l'essence de Harley pour en montrer même juste un angle ou voire pour s'emparer de tous ces angles pour faire une espèce d'histoire synthèse complète. Donc voilà, il y a quelques récits qui tire l'anthologie vers le haut, mais il y a trop de récits qui tirent l'anthologie vers le bas pour que ça soit recommandable. Donc moi, je te conseillerais quand même même pour les fans de Harley, de plutôt faire l'impasse sur ce volume, là où le premier faisait partie des anthologies recommandables. Et pareil, il y avait un traitement du noir et blanc et rouge beaucoup plus intéressant. Là, c'est vraiment très très rare que j'ai senti le moindre intérêt à cette tricolorisation des intrigues. Ok, ok. Du coup, on est d'accord que les récits qui sont vendus là actuellement on va dire pour le film du Joker, ne sont pas terribles en fin de compte. Ben non. Ouais, Ouais, non. Ouais, non. Mais après, c'est on vrai dit que que ouais, non, non, mais je t'entends reprendre la liste. Effectivement, c'est pas forcément foufou. Après, pour le film. c'est rarement le cas, je trouve quand même, quand il y a des récits ou des ouvrages qui sont forcés en termes de publication pour aller avec une sortie cinéma. Ouais, c'est vrai. C'est pas forcément les récits qui sont les plus marquants non plus, quoi. Je pense que c'est un petit peu voilà, on est peut-être trop dans le merchandising, là, le marketing, et du coup, c'est pas forcément les meilleurs trucs qui sont envoyés à ce moment-là. Voilà, ça fait de la masse, mais on essaie de surfer sur la sortie ciné, mais c'est pas forcément la meilleure qualitativement, quoi. C'est pas évident aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais non, ouais, effectivement, pour répondre à ta question, c'est pas foufou. Lisez Mad Love, voilà, tout simplement. Euh, Bon, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'écrit sur ce récit ou pas du tout? Non. Ok, très bien. Alors, on va enchaîner, les amis. Je vais conserver le pingouin pour le dernier récit de ce podcast et on va te donner la parole, Kevin, pour l'avant-dernier de ce podcast, Dawn of JSA, tome 2. On voit d'ailleurs sur la couverture que Batman est là, à côté de Solomon Grundy. Dis-nous, qu'as-tu pensé de ce tome 2 intitulé Hors du temps? Alors ça va être plus ou moins rapide. Pourquoi? Parce que alors déjà, quand on voit la couverture, c'est mensongère. C'est un mensonge. Ah, Pourquoi? ça va plaire à Siegfried. Parce que non mais là franchement c'est vrai. Pourquoi? Parce que là en titre on a Justice Society of America, Ouais. mais il n'y a que, il me semble 5 chapitres qui leur concernent à ce récit-là principal, donc avec Jeff Jones
qui est au scénario. Ouais, Et ils se trouvent à la fin. Ils sont d'accord. extrêmement rapides. Je vais déjà parler de ça. Alors, déjà, on a la suite donc, du tome précédent pour la partie du coup JSA. Alors là, j'étais plutôt étonné parce qu'on a le fameux grand méchant qui était donc dans le tome 1 où il tuait tout le monde, il tuait tous les membres de la Justice Society of America donc à plusieurs époques. Donc moi, j'avais plutôt hâte de découvrir la suite. Je me suis dit, tiens, voilà, un grand méchant qui s'appelle Degaton. Il me semble que c'est comme ça que ça se prononce. Je te Et fais j'ai été confiance. assez... Ok. J'ai été... j'ai été assez surpris parce que la fin de cette partie-là avec ce méchant, il n'y a que 2 chapitres. Les 2 chapitres, voilà, c'est fini, on n'en parle plus de ce méchant. Et après, les 3 autres chapitres, il me semble, on va parler d'autre chose, on tourne la page, on va suivre autre chose, et ça va parler justement du recrutement de nouveaux membres pour la JSA, tout simplement. Donc là, c'est pour ça qu'on voit Grundy, parce qu'il cherche à recruter Grundy. Ah, ah. Incroyable. Donc, ça va être un grand atout, je pense, pour la suite. Je dis ça avec beaucoup d'humour, bien sûr. Ouais, ouais, Non, non, mais en fait, moi, je te suis dans cette aventure. les, les, les 3 autres chapitres, j'ai pas trouvé, ça m'a pas vraiment plu. La conclusion était plutôt, enfin voilà, assez rapide pour le grand méchant des Gaton, mais voilà. Après, je pense que c'est un problème au niveau des coupures, parce qu'ils auraient pu largement faire un tome 1, un tome complet, juste JSA, avec donc le récit qui était juste avant, qui était mélangé avec Stargirl. Donc voilà, donc c'est un problème de coupure en fait et de rythme. Du coup, ça casse le truc. Il y a que 2 chapitres pour cette partie-là, qui sont d'ailleurs à la fin. Et pour la première partie de ce récit, pour moi, ça devrait s'appeler Flash Jay Garrick, parce que là, on a, alors je me rappelle plus combien on a de chapitres, mais on Il y a a vraiment, six on a, numéros, je crois. voilà, il y a 6 numéros. Donc, moi, j'ai trouvé ça excellent cette partie-là. Moi, pour moi, D'accord. c'est le gros point fort de ce volume, c'était ce récit-là, qui est scénarisé par Jeremy Adams. Et donc on suit Jay Garrick avec sa fille Judy, qui donc avait disparu dans le tome 1. Donc là, elle est revenue. Donc elle a pas grandi à cause d'un problème de temporalité, on va dire. Et non, franchement, moi j'ai adoré le récit parce qu'il y a un méchant, alors c'est Docteur Élément. Donc ça fait très old school, hein, le scénario aussi. Ouais. Et franchement, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé que le scénario tenait vachement bien la route. Le méchant était vachement intéressant aussi. Euh, il y a toute une histoire personnelle entre Jay Garrick, du coup, le méchant et leur fille. Enfin voilà, il y a vraiment une histoire personnelle. Donc non, ouais, c'était plutôt bien mené cette partie-là. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu mensonger ils auraient dû appeler ça autrement, mais bon, voilà, il fallait le mettre quelque part, on va dire. Après, tout est relié, hein. Le récit de GSA est relié, on va dire. Enfin bon, je dirais même pas, enfin presque relié, quoi. C'est à peine si c'est expliqué. Mais bon, voilà, c'est trompeur, quoi. C'est trompeur. Ok, Mais c'était ouais. plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai que du coup, on va dire que la majorité du récit concerne Jay Garrick, qui n'est pas du tout en couverture, mais Ouais. ça ne surprendra plus Siegfried, qui a déjà relevé plusieurs fois ce genre d'initiative. Ouais. Ok, ok. Tu veux rajouter quelque chose, Kevin, sur ce récit ou pas du tout? Non, si vous aimez l'histoire de Flash avec Jay Garrick et Judy, foncez parce que ça vaut le coup. Mais pour le reste, c'est même pas la peine. Faut Ok. pas vous attendre à Ok, grand donc chose. si vous aimez Flash de Jay Garrick, courez dans vos librairies. Sur ce, les amis, je vous propose d'enchaîner avec la dernière lecture déjà de ce podcast. Et oui, il y a tout à une fin, et ce podcast se terminera avec le Pingouin. Alors, c'est un ouvrage que moi je vais bientôt lire. J'ai pas encore lu. Alors, je suis plutôt curieux d'avoir vos avis, les amis. Le Pingouin par Tom King, Chip Zdarsky notamment. Et c'est Ouais. un premier tome et ça fait partie de la continuité. Alors, je vais te laisser la parole du coup, Siegfried, pour m'en parler. Qu'en as-tu pensé?
Ça reprend des choses qu'on savait déjà, donc c'est pour ça que, bon, les noms de Zgarski et Ortega sont en couverture alors que c'est pas vraiment justifié. En gros, Ouais, il ne compose que le tout pas premier du tout. fascicule, Ouais, tout d'accord. fascicule qui fait effectivement le lien entre la continuité, Batman, parce qu'on se souvient que le Pingouin est supposément mort et Catwoman avait été mandatée par un type qui s'appelle l'Exécuteur pour trouver de les descendants du Pingouin pour savoir qui va hériter de la banquise de sa fortune notamment. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues et qui donc là sont reprises, synthétisées dans le premier fascicule qui est un Pingouin numéro 0, donc scénarisé par Zdarsky et dessiné par Belen Ortega. Et ensuite tout le reste, c'est la vraie série en continuité, tout entière scénarisée par Tom King et dessinée par Rafael de la Torre. Bon, déjà, petite surprise, parce que ça faisait longtemps que Tom King n'avait pas fait de vraie continuité. Je crois que ça fait depuis Batman, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire dans cet exercice de. En plus, quand on a fait du Batman, faire une continuité sur un personnage secondaire comme le Pingouin, c'est un peu surprenant. King, il est tellement fort pour faire des mini-séries où il sait exactement ce qui va dans une structure vraiment bien écrite que se perdre de nouveau dans une continuité, sachant qu'on avait une mauvaise expérience avec Batman quand même. Enfin, on se souvient que justement, il avait été évincé un peu avant la fin de son run, ce qui fait qu'il avait dû aller trop vite sur certaines choses, qui avait créé quand même pas mal de frustration à la fin. Et là, effectivement, le Pingouin, c'est un projet qui me convainc pas, en tout cas pour son début. C'est pas inintéressant, mais bon, on sent qu'il fait durer, il fait durer les choses parce que comme il fait la continuité, il a besoin de faire acheter beaucoup de fascicules et le but, c'est pas que ça s'achève tout de suite. Voilà, c'est pas une mini-série, c'est une série qui est faite pour durer. Or, quand on raconte l'histoire du Pingouin, bah, il faut quand même raconter un arc fort. Donc là, l'idée, c'est que le Pingouin a fait croire qu'il était mort pour vivre une vie tranquille et puis évidemment, très vite, il renonce à vivre cette vie tranquille et décide de revenir à Gotham. Mais le problème, c'est que, bah, il y a des gens qui considèrent qu'il est mort. Donc entre les gens qui se sont déjà saisis de la vie mafieuse de Gotham et des descendants, entre guillemets, du Pingouin qui ont fait main basse sur ce qu'il possédait, évidemment, il va avoir du mal à s'imposer et pour faire son grand retour, il va devoir essayer de recruter toute une équipe. Et donc c'est à la fois la force et les limites du récit. C'est que l'intégralité de ce volume, c'est le Pingouin qui recrute une équipe. Donc c'est quand même extrêmement long, mais voilà, c'est aussi original. C'est un peu une limite et une qualité de King, c'est que King, quand il veut raconter quelque chose, il sait aussi prendre son temps pour installer les personnages et ne pas faire ça à la va-vite. Et ça fait qu'on ne connaît aucun des personnages, parce qu'enfin, à part Led, qu'on a déjà vu rapidement, tous les personnages sont inédits. Et il parvient vraiment à mettre en valeur chacun des personnages. C'est-à-dire qu'à la fin du récit, vous saurez identifier chacun des personnages, alors qu'il y a quand même toute une équipe, un peu moins d'une dizaine de personnes, qui sont tous créés pour l'occasion. Et ça, il n'y a pas beaucoup de scénaristes, je trouve, qui savent le faire, parce que dans beaucoup de récits, soit les personnages dédiés, on s'en fiche complètement, et du coup, on ne retient absolument pas leur nom parce qu'on sait qu'ils vont passer à la trappe, euh, soit ils sont juste tellement nuls qu'ils sont. Enfin voilà, dans tous les cas, généralement, ils sont oubliés instantanément, ou les auteurs ne savent pas les traiter, donc on ne les revoit pas assez pour s'y attacher. Là, on s'y attache, ils sont écrits, ils ont tous un background, ils ont tous un nom, ils ont tous un petit pouvoir, ils ont tous un rôle. Ça pourrait être encore un peu mieux, mais bon, c'est des personnages qui vont être amenés à revenir. Mais on sent que voilà, il y a une volonté par King de donner de la place à chacun de ces personnages inédits pour faire une vraie espèce de Penguin-verse, un peu comme le Best-verse, de créer une vraie mythologie autour du pingouin, plutôt que de limiter ça à un combat pingouin contre Batman qu'on aurait déjà vu 10 000 fois. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve, de se ressaisir du pingouin pour faire une série spécifique sur le pingouin en créant toute une nouvelle galaxie de personnages autour du pingouin. C'est plutôt bien géré en l'occurrence dans l'intention, mais ça peut aboutir à un récit qui est quand même plutôt bavard, donc il faut quand même être prêt à ça, qui est un peu convenu parce que un récit de super vilain qui arrive à Gotham un peu ruiné et qui décide de remonter tout l'écran pour redevenir le roi de la mafia à Gotham. Bon, c'est quand même des choses qu'on avait déjà vu 10 000 fois avec d'autres super vilains, mais également avec le pingouin. Pas très original, ça reste plutôt bien écrit parce que c'est King, mais voilà, ça n'a pas non plus l'esprit de synthèse extrêmement percutant qu'il peut y avoir dans les vraies mini-séries de King. Donc c'est pas mal, c'est pas inoubliable. Et de même, c'est la première fois à ma connaissance qu'il travaille avec Rafael de la Torre, ce qui est toujours un peu intriguant parce que King, même si les détracteurs reconnaissent que c'est quand même un sacré directeur d'artiste, il sait vraiment, avec chaque artiste qui collabore avec lui, en tirer le meilleur en lui proposant des scripts qui sont vraiment spécifiques pour mettre en avant son art. Et j'ai pas trouvé ça tellement typique, ce travail de De La Torre. J'ai pas trouvé qu'il brille particulièrement, contrairement à la plupart des artistes qui, quand ils travaillent avec King, donnent souvent leur meilleur. Là, c'est parfait pour créer une atmosphère poisseuse. On reconnaît quelques tics de King dans évidemment le Gaufrier à 9 cases qui marche toujours très bien. C'est pas mal, hein, c'est poisseux, c'est sombre, c'est propre ce qu'il faut, mais à aucun moment c'est vraiment saisissant non plus. Donc pas inoubliable, pas oubliable non plus, c'est pas non plus complètement commun. On sent qu'il y a quand même un effort pour essayer de rendre ce pingouin
un peu vieillissant, qui est un peu sur le déclin et qui, malgré le fait qu'il soit sur le déclin, cherche aussi à retrouver une ascension. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à rendre en termes de physionomie ou de caractère. Et c'est quelque chose que King et De La Torre parviennent plutôt bien à faire. Mais on attend un peu de voir. Et pour l'instant, voilà, je trouve ça un peu convenu et prenant un peu trop son temps. Et pour que j'ai pas vraiment beaucoup d'espoir dans la suite, parce que je sais pas trop comment on va se départir d'un truc convenu, d'autant que comme on est en continuité, on va pas non plus pouvoir faire des choses complètement folles aux Pingouins. Donc, ouais, j'appréhende un peu et j'ai peur que King se soit un peu plus perdu qu'il n'y gagne dans quelque chose qui sera certainement pas médiocre, mais qui est un peu moyen. Et pour quelqu'un qui a quand même besoin de temps pour travailler sur des vrais récits forts, je trouverais dommage qu'il se consacre trop à quelque chose qui est pour l'instant pas mal mais secondaire et dont je vois pas comment ça pourrait devenir primordial par la suite. Ok, c'était plutôt positif, non? Non, n'exagérons pas, non. Ok, d'accord. Non. Bon. Il Non. n'y Kevin, aura pas d'aller ce Tu soir. veux appuyer Pas sur le d'aller ce soir. bouton, toi. Kevin, quel est ton avis, toi, sur le Penguin, la tome 1? Moi, je suis du même avis que Siegfried. Alors déjà, on a Chip Zdarsky, donc comme l'a dit Siegfried, qui est nommé donc le Pingouin tome 0, alors qu'on retrouve exactement le même récit en backup sur, il me semble, le tome 1 de Dark City. Donc Chip Zdarsky donc, nous vend quelque chose où le Pingouin veut arrêter tous ses crimes, tout ça, il veut arrêter, il veut changer de vie, il en profite voilà, pour changer de vie. Et là, Tom King, il arrive, et il dit bah non, en fait, non, tu vas retourner, tu vas Oui, y mais non. retourner. Et j'ai trouvé que cette partie-là était un peu brouillon parce que, alors déjà, on a certains personnages comme les Ifrit qui reviennent, qui étaient dans Killing Time. Donc, Tom King continue son récit, on va dire, de Killing Time un petit peu. On retrouve le personnage de la flic policière qui arrête pas de dire des insultes. On retrouve aussi le personnage de Led. Et j'ai trouvé du coup certains passages un peu flous, comme la façon dont il recrute le personnage Led. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, quoi. Enfin voilà, je peux pas trop expliquer pourquoi, parce que sinon je vais spoiler. Mais, Non, non, pas de spoil, pas de spoil. mais j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, quoi. Et c'est pour moi, je m'attendais à autre chose, en fait. Je m'attendais à ce que le pingouin résiste un peu plus pour garder un peu sa vie, voilà, parce Ouais, que du au coup, pour départ, toi, ça va c'était trop ce qu'il vite sur le voulait. retour. Ouais, parce que alors après, voilà, c'est Chip Zdarsky peut-être qui a décidé de mettre le pingouin de côté, voilà, de refaire sa vie, mais Tom King, lui, il voulait faire autre chose avec le pingouin, donc du coup, il pousse à faire autre chose. Mais voilà, disons qu'on s'attend à autre chose au début, puisqu'on lit donc le 1er chapitre avec Chip Zdarsky, ça nous vend autre chose, mais après, en fait, c'est totalement autre chose, ça se transforme et le pingouin, voilà, essaye de reprendre un peu son royaume où il engage des gens. Et comme l'a dit Siegfried, bah voilà, ça tire sur la longueur. On verra sur le tome 2 ce que ça va donner. Euh, mais bon, ouais, j'ai aimé sans trop aimer parce que voilà. Et ah oui, il y a aussi moi j'appelle ça le King Style, toujours des gros mots. C'est moi, comme je l'ai dit sur The Winning Card, il Il y n'y en avait avait pas vraiment tant que ça beaucoup. avant. The Winning Card qui en avait beaucoup. Après, Ah, The Winning Card, il y en avait beaucoup, c'était même trop forcé. Même là, ouais. le pingouin, c'est pas comme The Winning Card, mais il y en a quand même, mais je trouve que c'est quand même forcé, quoi. On sent qu'il a envie de les mettre là, voilà. Parfois, c'est tous les 2 mots, il y en a un. Enfin, voilà. C'est pourquoi pas, mais bon, pour moi, c'est le King Style. C'est le Donc, nouveau truc à la mode chez Tom King, peut-être. voilà, c'est le nouveau truc à la mode. Il veut mettre sa patte, sa signature, c'est ça. Donc non, après je conseille ce récit parce que voilà, il est plutôt bien fait. Mais Ouais. est-ce que ça va être aussi bien dans le Et, tome 2? Voilà, toi, ça toi- toi reste à aussi, voir. toi aussi, tu mets des réserves par rapport à la suite, du Ouais, coup. Ok. ouais. Ok, ok. Par Est-ce contre, que vous... effectivement, Vas-y. c'est un vrai récit adulte d'ascension. C'est-à-dire que c'est vraiment un récit Ah qui oui, est impitoyable. Ça, c'est aussi rafraîchissant parce que le pingouin, on peut aussi le considérer comme un super vilain qui est parfois un peu secondaire et qui est parfois traité de façon bas de gamme, ouais. un peu superficielle. Là, sa transition de personnage qui veut une vie tranquille à personnage qui, en fait, accepte de revenir sur le devant de la scène, elle se fait d'une manière extrêmement efficace. Et quand on voit le pingouin faire cette transition-là, ça marche. Enfin, je veux dire, il est terrifiant et on Oui, comprend
et on comprend ce qu'il dégage, même parmi les autres personnages qui au début sont un peu condescendants, parce que voilà, il commence quand même, c'est un peu, il est à la fois ventripotent, un peu âgé, et en plus il a tout perdu, donc ils n'ont pas vraiment peur de lui, et puis très vite il parvient de nouveau à dégager quelque chose qui fait que tous les autres sont impressionnés, et en tant que lectorat, on comprend aussi d'où vient ce charme terrifiant qu'il exerce sur tous les autres personnages, et ça, mine de rien, c'est pas évident de le reproduire, et ça marche très bien. Donc il y a quand même des choses qui sont vraiment apportées au crédit de King et de la Torre, et dont je pense que beaucoup d'autres ne l'auraient pas fait. Enfin, si on avait confié ce pingouin à un Daniel the Force ou à un Zdarsky, je pense qu'ils auraient vraiment foiré ça en faisant des choses beaucoup plus convenues. Là, il y a comme une volonté, même s'il se passe beaucoup de choses avec beaucoup de personnages, l'idée, c'est quand même de créer une atmosphère de retour du pingouin. Et ça, cette atmosphère, elle imprègne vraiment le lectorat, même s'il y a des choses qui marchent plus ou moins bien sur les récits. Comme dit, on est content d'avoir cette mythologie de Led, parce que dans Killing Time, on était quand même très frustré de voir ce personnage d'Ed, dont on ne savait pas trop ce qu'il devenait. Et si vous vous souvenez un peu de ce qu'on avait fait dans notre podcast sur ce récit-là, on s'était dit que c'était absurde de montrer un personnage comme Led et de jamais raconter d'où il vient et donner cette importance-là ponctuellement pour qu'il disparaisse tout à coup. C'était ça interrogeait beaucoup. Donc c'est rafraîchissant de le revoir revenir ici. On n'est pas tout à fait convaincu, effectivement, ni par sa mythologie, on ne sait pas trop ce qu'il est, ni par la manière dont il rejoint le pingouin, mais au moins, il y a une volonté de la part de King de faire quelque chose de complet. Il n'y a pas de mystère. Là, tous les personnages sont vraiment écrits avec background, avec motivation. Et ça, il y a une densité de narration qui fait partie des choses qu'on aime chez King et qui marche bien et qui montre qu'il est sérieux quand il appréhende ce projet du pingouin. Et ça, quand même, c'est plutôt apporté à son crédit. Donc voilà. Un autre aurait vraiment fait moins bien que ça. C'est le projet dans son ensemble qui, à mon avis, n'est pas convaincant, parce que une énième série infinite parallèle, je suis pas sûr que c'est ce dont on avait besoin, et surtout sur un parcours qui est déjà un peu tracé d'avance. Mais au moins, c'est fait par quelqu'un qui sait y faire, et même si ça pourrait sans peut-être mieux, mais je sais pas comment. Mais voilà, c'est pas. On sent quand même des lacunes, on sent que ça pourrait pas aller aussi loin que ça pourrait hors continuité, par exemple. Ça reste quand même mieux fait que ce qu'auraient fait d'autres, donc ça reste intéressant à lire, agréable à l'œil aussi, intéressant à l'œil. Enfin, il y a quand même un vrai travail d'élaboration et de, comme je dis, de création d'atmosphère du pingouin. Et rien que ça, c'est quand même assez louable et plutôt intéressant. Mais C'est vrai que on attend quand même de voir sans optimisme. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord. Si vous avez envie de découvrir un pingouin fort, vraiment très fort, et on voit qu'il a vraiment du pouvoir, c'est cet homme-là. Parce que c'est vrai que tout ce qui a été fait avant du pingouin, du moins de ce que moi je connais, le pingouin est toujours tourné au ridicule. Là, on a un pingouin sérieux, on voit tout de suite que là, il n'est pas là pour rigoler, il fait ce qu'il faut, c'est violent, voilà. C'est sûr que là, si vous avez envie de découvrir un pingouin fort, c'est celui-là. Ok. Ok. Bon, bah, du coup, ma curiosité est toujours grandissante pour ce récit que je vais certainement lire bientôt. Voilà. sûr. Et certainement plusieurs de nos auditeurs. Sur ce, les amis, merci d'avoir participé. Merci Siegfried, merci Kevin d'avoir participé à ce podcast. Merci également à tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter ou de nous regarder sur YouTube jusqu'au bout, avec ces différentes lectures du mois d'août paru chez Urban Comics. Comme d'habitude, n'hésitez pas vous aussi à nous laisser vos avis sur les récits en question et sonnez vos propres alertes dans les commentaires, que ce soit sur la vidéo YouTube, sur batmanlegend.com ou sur nos réseaux sociaux. Et sur ce, on se donne très bientôt rendez-vous pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut. Ah, hop. Alors, juste avant le générique, les amis, on va faire un truc. Alors, c'est entre vous et moi, hein, maintenant que Siegfried et Kevin ne sont plus là. On se fait plaisir. Je vous lance l'alerte. Voilà. Sur ce, peut-être le mois prochain. Ben non, il n'y a pas de lecture Batman le mois prochain. Alors, peut-être au mois d'octobre. Qui sait, une alerte Siegfried. Allez, bye bye les amis.